Quelle place donner à ses émotions au travail ? Faut-il les cacher ou est-ce que les émotions doivent faire partie du quotidien professionnel ? Pour moi, le travail est un lieu de vie et la vie, ce sont nos émotions. Elles ne doivent pas être tues, camouflées, mais je crois qu'elles doivent être mesurées. C'est pour en parler que je reçois Mathieu Pommetan. Mathieu, bonjour. Bonjour. Mathieu, vous êtes professeur affilié expert à l'EM Lyon Business School dans 2 domaines, la sociologie des organisations et la stratégie, ainsi que le management. Et vous êtes aussi directeur général de JBM Partners, où vous accompagnez les équipes dirigeantes dans leur stratégie. Et en plus de ça, vous êtes auteur d'articles, notamment dans Les Échos et la revue HBR. Ouais. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Pour commencer, je vais vous faire écouter un petit micro-trottoir de nos auditeurs pour savoir quelle est, selon eux, la place des émotions dans le travail. Alors oui, je pense que les émotions, elles ont leur place au travail. S'il y a quoi que ce soit qui se passe, éviter de le garder pour soi. Il faut toujours essayer de s'entendre avec les collègues, etc. Parce que c'est avec eux les 3/4 du temps avec qui on passe du temps. Je pense qu'il y a une place pour toutes les émotions, fatalement, parce que ça appartient à chacun d'entre nous, mais pas une place pour tous les comportements. Éviter de montrer les esprits négatifs, parce que sinon ça va se sentir directement et le client va pas se sentir à l'aise et va peut-être pas revenir. Dans le travail, je pense que les émotions doivent être contenues par rapport à ce qu'on rencontre dans la vie perso. Tout ce qui est fatigue, colère, c'est à nous de pouvoir les garder avant d'entrer au travail, parce que sinon ça peut plomber l'ambiance, ça peut nous empêcher de travailler correctement. Je pense que ça dépend déjà beaucoup de la profession. Oui, il y a une certaine prise de risque en fonction des personnes envers qui on les exprime. Je sais pas, par exemple, quelqu'un qui est instit et qu'on a ras-le-bol mais qui est face à un enfant. Oui, effectivement, pour son bien-être, c'est important d'exprimer ses émotions. Après, pour le bien-être de l'enfant, je suis pas sûre que ce soit indispensable que l'enfant l'entende ou le ressente. Oui, il faut faire attention, pas faire n'importe quoi dans le monde du travail au niveau des comportements. Et après, je pense qu'il y a aussi beaucoup dans la façon de le dire, la façon de l'exprimer et le choix des mots. Et je pense que tout ça, ça fait beaucoup de conditions pour exprimer ses émotions. Après, ça dépend des personnes qu'on a en face. Certaines personnes sont hyper ouvertes et d'autres pas, donc ça dépend des gens en fait. Voilà, alors on entend beaucoup de choses dans ce micro-trottoir. Est-ce que vous avez une première réaction à chaud ? Il y a l'une des interventions, le monsieur avec son chapeau, qui est très intéressante. Il dit oui, bien sûr, on peut avoir toutes les émotions, mais on ne peut pas avoir tous les comportements. Oui. Et je trouve que c'est une distinction qui fait vraiment sens et qui est peut-être pas assez faite. C'est-à-dire que mes émotions, je ne sais pas les déconnecter. Je ne sais pas me lever un matin et dire tiens, aujourd'hui, je ne vais pas ressentir de colère, je ne vais pas ressentir de peur, je ne vais pas être triste, je vais être que heureux. Enfin, ou alors c'est du staccanovisme. Et par contre, si on considère qu'il y a ce système automatique, sans trop le définir, mais je ressens des émotions au quotidien, ça pose une autre question de dire comment est-ce que je peux manifester mes émotions et est-ce que c'est une bonne chose de manifester mes émotions ? Et il y avait justement une fille dans le micro-trottoir qui dit on ne doit pas arriver en colère ou fatigué au travail parce que ça risque de plomber l'ambiance, elle dit. Oui, elle dit on doit masquer ça pour préserver nos collègues, quoi. Et alors ça, on peut avoir plusieurs points de vue pour le coup. Est-ce qu'il vaut mieux cacher, taire les émotions ? Mais dans ce cas-là, je suis un petit peu en dissonance parce que intérieurement, je suis en colère et j'essaye d'être tout sourire. Donc du coup, je risque de passer pour hypocrite. Et au théâtre, typiquement, si on regarde comment font les comédiens, on voit qu'ils n'arrivent pas à faire ça. Ah oui, donc même un comédien dont c'est le métier n'arrive pas à dissocier au final ses émotions. Si un comédien se dit tiens, je suis en colère, mais c'est pas grave, je vais jouer comme si j'étais content, ça va sonner faux, quoi. Et il y avait un grand metteur en scène, c'est Stanislavski, c'était le metteur en scène de Tchekhov. Il a révolutionné la mise en scène en demandant à ses comédiens de jouer vrai. C'est-à-dire qu'avant, on jouait un petit peu en déclamant plutôt. Et Stanislavski disait à ses comédiens non, allez chercher l'émotion, la vôtre, trouvez quelque chose qui vous rappelle ça, et quand vous ressentez vraiment l'émotion, vous pouvez jouer l'émotion que vous ressentez. Ça a donné l'acteur studio derrière, ça a fait école, quoi. Mais c'est bien quelque chose de tout à fait différent que de dire je ressens une émotion, je suis en colère, par exemple, comme disait l'interviewé, mais je la cache. Bon, en vrai, on sent qu'il se passe quelque chose, quoi. Oui, on va avoir le temps de détailler un petit peu tout ça et comment réagir, justement, en entreprise. Mais d'abord, est-ce qu'on peut juste revenir sur les émotions ?
quelles sont les principales émotions? Il y en a 4 qui sont souvent citées, ça pourrait être une première base, c'est la peur, la tristesse, la colère, la joie. Et à celle-là, il me semble qu'il y en a quelques autres qui sont souvent oubliées. Il y a d'abord la honte et le mépris, qui sont 2 émotions sociales. Et je me sens honteux ou gêné ou coupable quand j'ai fait quelque chose qui ne me semble pas acceptable aux yeux d'une norme. Et je ressens du mépris, c'est la position complémentaire, quand je vois quelqu'un qui fait quelque chose que je ne juge pas acceptable. Après, il y a la surprise, l'étonnement. Et puis, il y a des moments C'est déjà pas mal. Il y en a une qui est disparue. Mais c'est marrant parce que toutes ces émotions, à part la joie et la surprise, on va dire que ce sont L'intérêt, des émotions qui sont... Laquelle? L'intérêt et l'excitation. Ah oui, à part du coup la joie, la surprise et l'excitation, ce sont quand même majoritairement des émotions plutôt négatives. Ouais. Alors, négative, je ne sais pas ce que ça veut dire. Négative, c'est un jugement peut-être moral, de c'est bien, c'est mal. Par contre, elles sont désagréables, quoi. Oui. L'anxiété, par exemple, personne ne se réveille le matin en disant « Cool, je vais ressentir de l'anxiété aujourd'hui, je vais être anxieux ». Non, c'est désagréable. Et en même temps, c'est normal parce qu'une émotion, et on le retrouve dans l'étymologie, ça vient de « emovere », mettre en mouvement. D'accord. Et du coup, pour faire bouger quelqu'un, il faut soit qu'il ait le sentiment que ça serait plus agréable ailleurs, auquel cas il ressent de l'intérêt, de l'excitation, soit que c'est désagréable à l'endroit où il est. Du stress. Voilà. Et qu'il faut qu'il bouge de l'endroit où il est, quoi. Et donc, pour ça peut passer par du stress, si on le classe parmi les émotions. Ça peut passer par de la peur, de la colère, de l'angoisse, de la honte. De ce que vous dites là, les émotions ne font qu'être des moyens, peut-être pour notre cerveau, de nous faire comprendre que la situation dans laquelle on est ne nous va pas, par exemple. Donc elles sont essentielles. Pourquoi est-ce qu'on voudrait les cacher? Et j'ajoute à cette question-là justement un chiffre, une enquête sur les conditions de travail qui a été menée par la DARES. Près de 2/3 des salariés déclarent cacher leurs émotions au travail. Ouais. Pourquoi? Vous avez un interviewé qui le dit très bien aussi, c'est une prise de risque de dire ses émotions au travail. Si vous imaginez par exemple que vous venez de postuler dans une entreprise, vous êtes prêt à partir de votre boulot actuel, vous venez de postuler. Et puis là, vous avez rendez-vous avec votre manager actuel qui vous dit, alors là, vraiment, il va falloir être très engagé parce qu'il y a un projet très important. Répondre... Oh, non, c'est pas le moment. Ça m'énerve, c'est pas le moment, je suis gêné parce que en fait j'ai postulé ailleurs, je vois pas d'intérêt à m'engager plus. On sent la prise de risque, quoi. Et du coup, c'est quelque chose on tend à essentialiser les émotions, à faire comme si c'était des choses qui passaient, qu'il fallait respecter en tant que telles, mais qu'elles n'avaient rien à voir avec le reste de notre vie. On va dire, il y a des personnes colériques, il y a des personnes anxieuses. Mais au cœur, une émotion, elle nous parle de ce qu'on cherche à faire. Si vous me marchez sur le pied, je vais être en colère parce que je cherche à défendre des limites ou que sais-je. Si vous me proposez, que sais-je, un nouvel emploi incroyable, je vais ressentir de l'intérêt. Ça va me faire bouger vers ce qu'on va appeler, dans ce qu'on va appeler ma rationalité, ce que je cherche à faire à l'instant T. Donc, on a tout intérêt, c'est ce qu'on disait, à exprimer ses émotions ou à écouter ses émotions en entreprise. Il y a peut-être une différence en le disant entre les écouter et les exprimer. Exactement. Oui, à les écouter carrément. Et ça, on le voit régulièrement en coaching, par exemple, dans les dirigeants qu'on peut accompagner chez JBM. On constate, c'est pas juste nous, c'est une vérité assez générale en coaching, on constate que quand on amène nos coachés à se poser la question de qu'est-ce qu'ils ressentent, ça les enseigne sur les problématiques auxquelles ils font face dans leur vie quotidienne. Ça leur permet de s'orienter, de dire oui, en fait, je suis un petit peu anxieux, c'est parce qu'il y a tel sujet qui va tomber. L'angoisse, c'est un détecteur à incertitude, quoi. Je suis face à telle incertitude, il faut que je m'adapte, je ne sais pas comment faire. Et partant de là, on peut travailler. Par contre, de là à dire j'exprime tout, une prise de risque, quoi. Oui, tout à fait. Justement, sur l'expression des émotions, je voulais vous partager un petit extrait. Hop. Tu fais ça aujourd'hui? Un putain de jour d'introduction en brosse. Mais arrêtez! Tu t'occupes des poissons. Alors tu prends ton espèce de nœud-pape de merde et tu fous le camp de mon bureau, est-ce que c'est clair? Casse-toi! Ouais, fous le camp. Ouais, dégage. Casse-toi, nœud-pape.
Bon, voilà. Je ne sais pas si vous avez le film en tête, c'est Oui, Le j'ai Loup de la Wall scène, Street. ouais. Voilà, une fameuse scène où il est en train de nettoyer l'aquarium de son poisson, Ouais. je crois. Bon, voilà, ça part un petit peu en cacahuète. Ouais. Là, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de gestion des émotions. Ouais, en tout cas, c'est expressif, quoi. Oui. C'est expressionniste, on pourrait dire. Complètement. Donc, c'est radical. Moi, de ça, je ne m'attends pas à ce que vous me disiez que ça a du bon. Et évidemment que ça a l'air d'être assez néfaste. En tout cas, moi, j'aimerais pas être dans une entreprise comme ça. Je pense que je le supporterais pas. Est-ce qu'il y a des bonnes ou des mauvaises émotions au travail? Enfin, encore une fois, je pense qu'elles sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont juste agréables ou désagréables. Par contre, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a des émotions... Enfin, il y a deux sous-questions. Une première question, c'est est-ce qu'il y a des émotions qui sont plus facilement avouables? Si on dit que communiquer sur les émotions, c'est reconnaître l'émotion que je ressens et la partager avec quelqu'un d'autre. Et la deuxième sous-question, c'est quels sont les modes de communication qui rendent les émotions plus ou moins acceptables. Alors, à la première partie, est-ce qu'il y en a qui sont plus ou moins avouables? Oui. Typiquement, la honte, le mépris, ça demande un niveau de compétence de communication, disons, pour réussir à dire de façon sereine, voilà, dans cette situation, envers vous, cher monsieur, envers vous, chère madame, je ressens du mépris ou je ressens de la honte. C'est une norme sociale qui rend plus difficile d'exprimer ses émotions, qui rend moins acceptable d'exprimer ses émotions. Et ce qui fait que du coup, on tend à s'en priver. On tend à éviter de nommer ses émotions. Ce qui peut aboutir, ou ce qui aboutit d'ailleurs régulièrement, à des situations de blocage dans les univers de travail. Et la deuxième question, sur le mode de communication qui permet de rendre des émotions plus ou moins acceptables, ça, il y a, enfin, comment dire, une bonne pratique au travail, c'est d'être poli quand même, quoi. Oui. Même si j'ai bonne mémoire, c'est une histoire de poisson rouge qui se fait manger, ou il y a quelque chose comme ça. Oui, ça finit comme ça, oui, le manager finit par manger le poisson rouge, voilà, c'est un peu extrême. Une histoire de poisson rouge, ça vaut pas de traiter les gens de gros cons, ça vaut pas de crier dessus. Et ça, enfin, on le sait tous, hein, on le retrouve dans l'étymologie. La politesse, être poli, c'est un caillou lisse, un peu quoi, plus agréable. Alors ça veut pas dire qu'il faut tout édulcorer. Mais ça, on a tous, je pense, une compréhension intuitive de qu'est-ce qui est trop rugueux pour notre interlocuteur, qu'est-ce qui, à l'inverse, est lisse au point de sembler hypocrite pour notre interlocuteur, etc. Après, sur les émotions, dans les modes de communication, j'imagine aussi qu'on peut partager certaines émotions à certains collègues, et pas à d'autres, et pas forcément à ses supérieurs non plus. J'imagine que dans l'entreprise, comme ça, il y a plein de spécificités aussi. Oui. Alors, il y a une question d'adaptation à l'interlocuteur, mais ça qui est la base de toutes les relations. Voilà, forcément. Et après, on peut aussi retourner le problème et le poser à un autre niveau, dire qu'il y a des collectifs de travail ou des entreprises qui arrivent à légitimer l'expression des émotions. Et ça, je pense que c'est une meilleure façon de poser cette question. De dire, tiens, par exemple, ici, il y a une équipe dans laquelle je constate qu'en fait, les gens arrivent librement à parler d'émotions, y compris d'émotions difficiles. Voire ici, il y a une entreprise où je constate que les gens arrivent à parler plus ou moins facilement de leurs émotions. Et ça, une fois qu'on a fait ce constat, le grand danger, le grand risque, ce serait de dire « Ah ben, c'est que dans cette équipe, ils sont forts. Ils ont recruté des gens qui savent parler de leurs émotions. » Ou c'est de dire « C'est que dans cette entreprise, ils sont forts. Ils ont recruté des gens. » Alors qu'en fait, je pense que c'est un travail construit d'institution, d'une norme sociale, ce que des études de Google ont pu appeler la sécurité psychologique, et de dire, voilà, on manage de façon systématiquement pour que les différents étages hiérarchiques légitiment l'expression des émotions. Et ça ouvre le champ des possibles, quoi. Ce que je trouvais intéressant dans le micro-trottoir aussi, c'était une institutrice, ou en tout cas elle parlait de ça, dans la gestion des émotions au travail. C'est vrai que là on pense au monde de l'entreprise, mais il y a aussi des personnes qui vont travailler en tant qu'instit face à des élèves, dans un magasin face à des clients directement. Là évidemment, on ne gère pas nos émotions de la même manière. Oui, et d'ailleurs dans des situations différentes, parce que face à des clients,
en tout cas dans un certain nombre de professions, l'obligation de porter un masque, ce que les latins d'ailleurs appelaient les personas. Ce qu'on appelle une persona, maintenant, on en parle parfois en marketing, c'est le masque que portaient les Romains au théâtre, quoi. À l'inverse, dans l'éducation, il me semble en tout cas que ces dernières années, je ne saurais pas quantifier le nombre d'années, il y a une véritable ouverture aux émotions, quoi, d'amener les enfants à partager avec des outils qui facilitent l'identification, le jeu. J'ai 2 enfants, mon deuxième a 3 ans. Il a un livre, c'est Le monstre des émotions. Il y a une couleur par émotion. Et il sait dire, je suis bleu et triste, ou quand il se passe ça, je suis rouge, ce qui est la colère, quoi. Qui permet de mettre un mot sur un ressenti, en fait. Qui permet de mettre, de nommer, de catégoriser le ressenti. Et j'ai pas réagi tout à l'heure quand vous me demandiez quelles émotions il y avait. En fait, c'est un découpage, le nombre d'émotions. On peut s'imaginer, je pense, plus facilement un continuum, ou un grand espace dans lequel on découpe et on dit ici, tiens, ce morceau-là, on va l'appeler colère, ce morceau-là, on va l'appeler peur. Donc, il peut y avoir 4 émotions, comme il peut y en avoir 450 000. Quoi. Et dans la manière de recevoir les émotions, on le disait, c'est difficile, voire quasiment impossible de vraiment cloisonner ce qui se passe, du coup, nos émotions dans notre vie perso et au travail. Quelle peut être la mission du coup du chef d'entreprise ou du manager pour faciliter l'expression ou recevoir ce genre d'émotions, pardon. Alors pour le chef d'entreprise, je pense que la bonne question à poser, c'est qu'est-ce qu'il a à y gagner de s'intéresser aux émotions de ses collaborateurs. Et si on veut être pragmatique, voire même pragmatique tendance cynique, en première analyse, il n'a pas grand-chose à y gagner. Peut-être une image de marque employeur, quelque chose d'assez diffus, mais rien de tout à fait direct. En même temps, si on pose la question de façon un peu plus large, et qu'on revient à cette idée que les émotions sont des indicateurs de ce que les gens cherchent à faire, de façon générale. Pas juste leurs objectifs dans la fiche de poste, mais ce qu'ils cherchent profondément à faire. Est-ce qu'ils cherchent à préserver du temps pour eux? Est-ce qu'ils cherchent à travailler au maximum pour obtenir de la reconnaissance? Et tout ça, ça va se traduire par leurs émotions au quotidien. Si on pose la question des émotions comme ça veut dire que pour le chef d'entreprise qui s'intéresserait aux émotions, il a potentiellement autant d'informations disponibles sur ce qui se passe, plutôt ce qui passe par l'esprit de ses collaborateurs, par ce que ses collaborateurs et ses parties prenantes, de façon plus large, cherchent à faire quand ils viennent au travail. Et ça, je pense que c'est une porte assez lumineuse. Parce que ça veut dire que pour le chef d'entreprise, à travers la question des émotions, il peut y avoir une porte d'entrée pour basculer d'un système où il se dit, moi j'ai défini des objectifs, des règles, des procédures, et maintenant, il n'y a qu'à attendre que chacun fasse son boulot, et en sortie, l'entreprise fera ce qu'elle est censée faire. Un système où le chef d'entreprise peut se dire, en fait, je prends note que dans mon entreprise travaillent des êtres humains qui ont une certaine liberté. Et que cette liberté, je ne peux pas la faire disparaître. Même si dans tout chef d'entreprise, il peut y avoir une envie de faire disparaître la liberté des collaborateurs qui y travaillent. Mais je suis obligé de compter avec. Je suis obligé, en somme, de rentrer dans une forme de négociation tacite, permanente, avec chacun de mes collaborateurs, ou en tout cas à travers mon management intermédiaire. Et du coup, pour mener à bien cette négociation, pour faire en sorte que tout le monde s'y retrouve, j'ai une porte d'entrée, c'est de m'intéresser à l'expression des émotions. Et je vais pouvoir ainsi échanger avec un tel qui travaille dans mon entreprise, lui demander tiens, il y a telle tâche ou tel sujet à traiter, ou tel projet, tel rapport. C'est quoi ton émotion à ce propos? Et si mon interlocuteur me répond de la peur, parce que j'aurais su promouvoir une culture de partage, etc., ça va m'enseigner sur lui. Ça va me permettre de lever des malentendus. Ça va me permettre peut-être d'amener des moyens supplémentaires pour qu'il puisse mener à bien la tâche. Ou ça va me permettre d'amender la tâche.
de m'ajuster à lui. Ça demande à un moment au manager ou au chef d'entreprise une certaine formation. Oui. Comment on se forme à ça? Alors, oui et non, du coup. oui et non. J'ai pensé à deux choses en même temps. Oui, parce que en effet, enfin plutôt non d'abord. D'accord. Pourquoi non? Parce que si vous mettez n'importe qui face à une liste avec 8-10 émotions, celles que j'ai citées tout à l'heure par exemple, chacun sait dire « je me sens comme ceci ou comme cela, je me rapproche plus de ceci ou de cela ». En 10 ans de coaching, j'ai rencontré personne qui ne savait pas dire « je suis ici, je suis là ». J'en ai rencontré beaucoup qui disaient « je ne suis pas très fort pour exprimer mes émotions ». Je dis « ok, où est-ce que vous êtes ? De quelle émotion vous vous rapprochez le plus ? Plutôt la peur, la colère, la tristesse, la joie, la honte, le mépris ?» Ils savent dire. Tout le monde sait dire. Nous savons tous dire. Donc, c'est pas, si c'est une formation, elle est très brève, elle dure 40 secondes. Quoi. Et de la même façon, poser la question de qu'est-ce que tu ressens à quelqu'un, tout le monde sait faire. Par contre, ça peut demander une certaine forme de courage, d'oser amener la conversation sur ce terrain-là. Être prêt à recevoir une information qu'on ne saura pas forcément gérer. Exactement. Ouais. Qui peut changer les plans qu'on avait pour la journée, qui peut changer, si on pousse un peu, la façon dont on considère l'entreprise. Pour le chef d'entreprise, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un avantage concurrentiel à s'intéresser et à être à l'écoute des émotions de ses collaborateurs? Oui, et ça c'est une bonne question parce que parler d'avantage concurrentiel, c'est aussi ramener toute la dimension économique de l'entreprise. Et le chef d'entreprise ne peut pas en faire abstraction. Une entreprise, c'est des aventures humaines qui peuvent être formidables, mais il y a aussi une composante économique. Et je ne peux pas servir uniquement l'un au détriment de l'autre, ni servir uniquement l'autre au détriment du premier. Donc du coup, pour le chef d'entreprise, la question qui va se poser, c'est est-ce que ça vaut le coup d'investir dans l'écoute des émotions? Et ça, raisonnablement, alors je ne voudrais pas en faire une généralité, parce qu'il y a des entreprises où ça s'applique. Il y en a d'autres qui vont être dans d'autres contextes concurrentiels où ça ne va pas s'appliquer, sans rentrer dans les détails techniques. Je pense qu'il y a un certain nombre de situations, notamment dans les entreprises qui ont besoin de beaucoup de coopération. Alors, les entreprises disent, oui, on a tous besoin de coopération. Ok, certaines plus que d'autres quand même. Il y en a où il y a besoin d'interface entre des personnes qui ont des enjeux différents, qui ont besoin d'une forme de négociation encore. Et du coup, pour ces entreprises-là, en effet, si je crée une culture, pour reprendre ce mot, où le partage des émotions pour les collaborateurs devient facile, ou plus facile en tout cas, mais ça veut dire que je vais créer encore une fois autant d'indicateurs de ce que les gens cherchent à faire, cherchent à obtenir, de ce à quoi ressemble leur rationalité au quotidien. Et du coup, en faisant ça, les entreprises vont pouvoir s'y adapter, évoluer, et raisonnablement, il y a un certain nombre de situations où, en effet, ça va être l'un des contributeurs à la création, à la mise en œuvre d'un avantage concurrentiel. On a beaucoup parlé de comment recevoir les émotions. On a moins parlé de comment les exprimer. Ouais. Et ça, c'est important parce qu'on est tous inégaux face à ce sujet et ça dépend de notre éducation. Et de notre éducation tout au long de la vie, dans quelle mesure j'ai appris qu'il était permis, autorisé de parler librement de mes émotions, dans quelle mesure j'ai appris des techniques pour partager mes émotions, etc. Donc du coup, c'est aussi une question à se poser en entreprise, de dire si les gens sont inégaux pour partager, comment est-ce que je fais pour recevoir, pour reprendre cette expression, à des niveaux différents? Et comment je fais pour que ça soit utile au collectif, pour que ça crée de la communication, de l'économie, etc. Dans les méthodes, l'enjeu essentiel, c'est de réussir à nommer l'émotion. De dire, voilà, je ressens de la colère, de la peur. Donc ça, tout le monde sait faire, encore une fois. Il y a une méthodologie qui est assez puissante, qui s'appelle la communication non violente, qui a été développée dans les années 60 par Marshall Rosenberg. Et c'est une méthode en 4 étapes qui dit, voilà, je constate
que, par exemple, il y a un papier sur la table. Je ressens une légère anxiété parce que je ne sais pas ce que dit ce papier. Or, j'ai un besoin de contrôle. Donc, quand il y a quelque chose qui n'est pas contrôlé dans mon environnement, je caricature, bien sûr. Donc, ma demande, c'est est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que c'est que ce document? Donc, c'est une méthode qui est assez puissante, qui s'appelle communication non violente, donc qui a l'air sympathique, mais qui peut être un petit peu punch aussi, quoi. Il est possible de l'utiliser de façon punchy. Par contre, l'inconvénient qu'elle a, c'est qu'elle va aussi créer des décalages entre ceux qui savent l'utiliser et ceux qui ne savent pas l'utiliser. Et si je déroule, imaginons un collaborateur qui parle à son chef ou un chef qui parle à son collaborateur, et je constate qu'hier vous êtes parti à 17h27, alors que votre contrat de travail stipule que vous travaillez jusqu'à 17h30. Je ressens un profond dégoût de vous voir vous comporter comme ça, parce que j'ai un besoin fort d'ordre. Donc ma demande, c'est est-ce que vous voulez bien, est-ce que vous acceptez de terminer à 17h33 pour récupérer les 3 minutes parties. Là, sauf erreur, il faudrait peut-être que je me réécoute à l'enregistrement, mais je pense que mon application de la communication non violente est absolument parfaite. Ah bah si, vis-à-vis de la méthode, c'est tip-top. Mais sauf que je m'en sers, je l'instrumentalise pour en faire ce que je veux, en quelque sorte, quoi. Et donc, c'est le risque. La réception en face n'est pas forcément, risque de ne pas être la bonne, quoi. Ah, c'est un peu dégueulasse utilisé comme ça. Complètement, oui. D'accord. Purée. Mais c'est intéressant, toutes ces émotions. Vous, dans votre expérience, du coup, ça fait longtemps que maintenant vous accompagnez des entreprises. Quelles sont les situations qui reviennent le plus souvent? Alors, le plus souvent, d'un point de vue émotionnel, si je devais faire un top 2, je dirais qu'il y a des situations de forte dépendance où une personne dépend fortement d'une autre personne. Et du coup, la première personne se réveille tous les matins en disant ouais, mais qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il essaye de faire. Et ça fait un climat assez anxiogène. Et l'autre situation, c'est celle de conflit, où deux personnes veulent la même chose dans les entreprises, dans une entreprise. Et les entreprises sont assez démunies pour appréhender les conflits. Ils ne savent pas quoi en penser. Ils disent c'est un tel, il a une personnalité conflictuelle, ou alors c'est un tel, il ne sait pas gérer ses émotions. Alors que souvent, les gens en conflit dans les entreprises, ils ont une bonne raison d'être en conflit, quoi. Vous avez par exemple, je ne sais pas, un bureau avec 2 places, une place dos à la porte, une place face à la porte. Ouais, je pourrais mordre pour ça. Ça sert ou ça dessert mes enjeux, quoi. Je pense on néglige trop à l'heure actuelle, pour des raisons diverses, on néglige l'intelligence des êtres humains en entreprise. Une entreprise, raisonnablement, les collaborateurs d'une entreprise, c'est des gens intelligents. Sauf que ils ont chacun une rationalité, donc ils pensent chacun à 3 choses. Eux-mêmes et encore eux. Et bien sûr, ça fait sourire dit comme ça, mais on est tous comme ça. Je pense aux 3 mêmes choses en me réveillant le matin, vous aussi, sans insulte. Et du coup, comme on est intelligent, raisonnablement égocentré, mais c'est pas une insulte dans ma bouche, quoi. Raisonnablement, on pense avant tout à nous comme individus. Et du coup, on déploie au quotidien dans nos entreprises des stratégies pour atteindre nos enjeux, pour obtenir ce qui est important pour nous. Est-ce que c'est tel avancement? Est-ce que c'est tel projet, telle voiture de fonction, des horaires plus confortables, un respect de ma vie privée, que sais-je. Donc on agit en permanence pour ça. C'est très documenté, ça fait 50 ans que la sociologie des organisations l'explique. Il y a à peu près aussi longtemps que les entreprises peinent à l'entendre. Qu'on travaille avec des êtres humains intelligents qui œuvrent au service de leurs enjeux. Et donc du coup, si chaque individu est au service de ses enjeux, est rationnel, ça veut forcément dire que l'individu A et l'individu B, parfois, ils vont vouloir la même chose au même moment. Et donc du coup, ils vont rentrer en conflit. C'est pas une question de personnalité, c'est pas une question de façon d'être, c'est pas une question de culture, c'est juste entièrement rationnel, quoi.
Si on est enfermé dans une pièce, qu'il y a un sandwich, qu'on est deux à avoir faim, il y a un conflit entre nous, quoi. Ouais. Mais du coup, ce conflit, il n'est pas forcément néfaste. Alors, ça dépend de comment vous jugez du néfaste ou pas. Il y a des organisations qui vont considérer qu'une certaine dose de conflictualité est productive. Oui, ça peut être intéressant, oui. Voilà. Il y en a d'autres qui vont considérer que le conflit est un problème à résoudre en tant que tel. Là où le bas blesse, c'est que les entreprises qui ont les moyens de protéger leurs collaborateurs du conflit sont souvent celles qui sont en situation de monopole. Si je suis en monopole, je vais pouvoir, par exemple, payer quelqu'un pour faire médiateur entre les deux personnes en conflit. Et du coup, le coût de ce médiateur, je le refacture, entre guillemets, au client. C'est pas une ligne identifiée en tant que telle, mais ça se passe comme ça. Et ça, c'est possible seulement si je suis en monopole. Parce que si j'ai de la concurrence, je vais toujours chercher à faire mieux que mon concurrent. Et du coup, les monopoles qui cherchent à éviter ces conflits, en rajoutant des mécanismes de coordination, donc des tiers, donc qui augmentent les coûts liés à la gestion interne des conflits, réinventent peu à peu la bureaucratie. Et il y a un lien direct entre être en monopole, chercher à éviter les conflits, finir en quelques années ou quelques décennies dans une organisation bureaucratique. Et une organisation bureaucratique, est-ce qu'elle est aseptisée justement au niveau des émotions ? Non, je pense pas. Non. Ça s'exprime différemment. D'accord. C'est-à-dire qu'au lieu que A râle sur B, à un moment, A va râler sur le coordinateur en disant « mais il ne coordonne pas bien quand même, parce que s'il coordonnait mieux, ça aurait été plus clair, etc. Oui. » Donc je pense qu'on ne sait pas faire disparaître. Il y a un gros sujet sur la gestion des émotions aujourd'hui, qui est la question du burn-out. C'est un vrai sujet dans énormément d'entreprises. Ouais. C'est un tabou dans certaines entreprises. Comment est-ce qu'on fait face à cette question-là, aussi compliquée soit-elle, dans une entreprise ? D'ailleurs, des deux côtés, autant en tant que chef d'entreprise, que manager, et en tant que collaborateur qui vit un burn-out ou un début. Vous m'emmenez sur un sujet dont je ne suis pas forcément un expert. Pardon. J'ai pas de mal. Mais en tout cas, un burn-out, donc comme je le comprends, c'est un stress poussé à l'extrême. Donc c'est un déséquilibre fort entre les ressources que j'ai le sentiment d'avoir et les sollicitations de mon environnement. Donc j'ai le sentiment de ne pas avoir les ressources pour gérer les sollicitations de mon environnement, pour atteindre ce qui fait enjeu pour moi. Donc forcément, les émotions sont en pagaille, quoi. Si on considère que les émotions, c'est des indicateurs, ça clignote de tous les côtés. On n'arrive plus à les rationaliser. C'était le mot que vous utilisiez. Oui, ou en tout cas, il y a un moment où ça lâche de partout, quoi. Je préfère pas trop m'enfoncer dans le sujet, n'en étant pas un spécialiste. Je comprends tout à fait. Après, enfin, ou en tout cas, pour commenter là-dessus, c'est cette balance qu'il faut garder en tête. C'est les capacités dont j'ai le sentiment de pouvoir disposer à l'instant T versus les attentes auxquelles je dois répondre dans mon environnement, quoi. Et quand le déséquilibre est trop fort, là, le stress augmente, je craque, etc. Et du coup, la question qui peut se poser, c'est quel niveau de stress est le bon. Oui. Et raisonnablement, le bon niveau, il n'est pas très, très élevé, quoi. Et on hérite des décennies passées, la croyance parfois dans certaines entreprises, que quand tout le monde est stressé, ça va mieux. C'est quand même difficile d'y souscrire, quoi. S'il fallait conclure en quelques mots sur la gestion des émotions, l'expression des émotions en entreprise, ça serait de dire qu'elles doivent être écoutées, exprimées. Est-ce que toutes méritent d'être exprimées ? Oui, dans l'absolu, si on arrive à mettre en place une culture dans laquelle chacun est libre d'exprimer absolument toutes les émotions, en suivant des modalités qui sont acceptables par l'ensemble de l'environnement, il est possible que ça soit un endroit assez agréable, quoi. Avec tous les risques de perversion qui vont avec, de détournement, de méthodos comme la communication non violente, de ce que je vous présentais, etc. Mais oui, il se pourrait bien que ça soit un environnement assez agréable et peut-être même économiquement efficace, quoi.
Ce qui reste le nerf de la guerre. Merci beaucoup, Mathieu. Avec grand plaisir. On l'a entendu, les émotions occupent une place essentielle dans notre quotidien professionnel. Plutôt qu'être ignorées, elles doivent être comprises et intégrées de manière réfléchie. C'est cet équilibre qui permet de faire de nos émotions des moteurs d'action. D'action et même d'ailleurs au-delà de collaboration. Et même de permettre le bien-être des collaborateurs, leur engagement et donc, in fine, de la productivité. Merci d'avoir écouté ce podcast et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.